Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube d'encre et de papier. Il s'agit d'un point lecture, le point lecture du mois de mai 2018 et on commence tout de suite. Donc en premier, je vous présente un livre jeunesse qui s'appelle Enola Holmes. Qui m'a été inspiré par Piketty Bookin. Alors, vous allez voir, je suis très souvent Piketty, mais moi, pour être très honnête, oui, je regarde les chaînes Booktube des autres, et quand leurs lectures ont l'air sympas, et qu'elles me donnent envie, je les prends, mais je vais pas faire semblant que l'idée vient de moi, alors que c'est pas le cas. Donc oui, je pioche à droite, à gauche, et puis de temps en temps, c'est mes propres inspirations. Voilà, et je pense d'ailleurs que ce soit Piketty, Lily Bookin, Marie-Lie en pyjama, Sailor Flo, si elles partagent leur lecture, c'est pour nous donner envie de les lire. Donc c'est que ça marche, en tout cas avec moi. Donc je ne m'en cache absolument pas. Donc voilà, donc Enola Holmes, c'est un livre conseillé par Piketty Bookin en livre jeunesse. Et c'est La double disparition, tome 1. Je pense que les illustrations, c'est Serena Blasco, et le roman a été écrit par Nancy Springer. Donc normalement, je ne lis pas trop de livres jeunesse, c'est pas mon truc, ça me gonfle. Mais là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Enola, qui est la sœur de Sherlock Holmes et d'un autre frère, que je sais pas comment il s'appelle. Elle vit dans un espèce de manoir, un jour sa mère disparaît, et ses frères viennent en disant on va te mettre en pension parce qu'on sait pas quoi faire d'une petite fille. Elle, ça lui plaît pas du tout, elle est très empreinte de liberté, donc elle prend sa bicyclette et elle part sur les traces de sa mère. Voilà, et du coup, non seulement l'histoire est très sympa, et je trouve que l'écriture est pas trop gagaïsante pour les jeunes, mais en plus, ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est les illustrations. J'avoue que les livres jeunesse enfants, quand c'est joli, c'est vraiment joli. Et voilà, ce livre est très beau, enfin voilà, je vous montre une petite page pour vous donner un avant-goût. Voilà, c'est beau quand même, c'est... Comment dire, ça me fait penser un peu à une aquarelle, voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, mais je vous montre pas, je vous laisse la surprise, à la fin de ce tome, quand elle mène son enquête sur sa mère, Enola, sa mère lui a laissé des messages cachés à travers un livre qui parle de fleurs. Et en fait, on a tous les croquis des fleurs à la fin. On a en fait le même livre que possède Enola, où sa mère lui a laissé des traces. Vous voyez, par exemple, je vous montre une page là, je sais pas si vous voyez. Enfin voilà, du coup c'est vachement bien fait, c'est poétique, c'est joli, même la couve est belle, enfin vous voyez là c'est l'ombre d'Enola et en fait derrière l'ombre c'est Sherlock Holmes. Vraiment c'est un petit bijou et j'aimerais vraiment le conserver pour le jour où j'aurai des enfants, j'aimerais vraiment qu'ils lisent ça. Et comme le mois de mai c'était le mois de la fantaisie, le premier livre que j'ai lu en fantaisie, ça faisait un an qu'il était dans ma bibliothèque, c'est le tome 1, Le Passe-Miroir, les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse, c'est un brochet. J'avais un peu d'a priori parce que j'ai entendu d'un côté des très bonnes critiques, d'autres des moins bonnes. Tout le monde en a parlé pendant un an, donc ça m'a un peu rebuté, j'ai pas eu envie de le lire tout de suite. Et là je me suis dit que le mois de la fantaisie c'était l'occasion. C'est une grosse bricasse, hein, ça fait 500 pages. 500 pages tout pile à peu près. Voilà, donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie et qui vit sur Anima. Et qui a deux pouvoirs magiques un peu spéciaux puisqu'elle passe à travers les miroirs et avec ses mains, quand elle ne porte pas de gants, elle peut lire l'histoire des objets. Et en fait, elle est promise à un jeune homme qui vit dans un autre monde qui s'appelle la Citaciel, enfin dans un îlot flottant dans l'univers. Je vous avoue que les 125 premières pages du livre, je me suis dit que j'aurais du mal à le terminer, je me suis un petit peu ennuyée, c'était un peu long. Je voyais pas où l'intrigue voulait en venir, je trouvais que c'était pas original, hein, une nana qui est promise à un mec qu'elle connaît pas, la majorité des histoires commencent comme ça. Donc du coup voilà. Mais ce qui m'a quand même accroché, c'est le personnage d'Ophélie. Parce que pour moi c'est une anti-héros, c'est une jeune fille qui est toute menue, qui porte une écharpe en tricot en plus, qui a sa propre l'écharpe en tricot, elle vit sa vie toute seule comme elle a envie. Elle a pas les mêmes bottines, elle a des binocles, elle est mal à l'aise avec les gens, elle ce qu'elle aime c'est les livres, les bibliothèques, les musées, les objets anciens. Voilà, donc je trouve ce personnage génial et bien travaillé. Au niveau de l'intrigue c'était quand même une bonne lecture, c'est pas mon meilleur livre de fantaisie, mais c'était quand même une très bonne lecture. La seule chose que je regrette et que je reproche à l'autrice,
c'est qu'il y a par moments, il y a des descriptions, bah je suis désolée, mais moi j'ai pas accroché. Pourtant, je trouve que dans le fantasy, dans le fantastique, les descriptions c'est important, et justement c'est comme ça que le lecteur s'imprègne de l'histoire. Mais il y a des trucs, il y a des passages, il a fallu que je les relise, et même en les relisant, j'ai pas compris, notamment à un moment donné. Ophélie s'échappe de chez la tante de Thorne à qui elle est promise pour aller visiter la ville. Elle se retrouve dans un truc avec des miroirs et puis après elle prend un ascenseur pour aller en haut de la citadelle avec un jeune homme, etc. Bah j'arrivais pas à me représenter le truc. C'était un peu... Je sais pas, ça a pas fonctionné pour moi. Donc c'est un peu dommage parce que... voilà, il y a des très bons trucs dans ce bouquin et d'autres trucs qui m'ont un peu déçu. Le livre que je vous présente, c'est une romance de Lily M. C'est Wild Heart. Et c'est aux éditions Milady. Donc vous voyez, c'est une main ensanglantée dans du tissu. Alors, pour la petite histoire, c'est l'histoire de Gabriel, qui est le fils d'un mafieux qui a été mis en tôle, qui a été élevé en partie par sa sœur, qui n'a pas été à l'école pendant très longtemps, et qui un jour bouscule un de ses camarades dans les escaliers. Le camarade tombe, il se brise la jambe, et il devient handicapé à vie. Voilà. Et Gabriel se retrouve dans une espèce de maison de correction. Pendant 3 ans, hein, il purge sa peine dans une maison éducative, quoi. Il purge sa peine et à chaque fois le psy lui demande et tu es en colère Gabriel et lui ça le rend fou. Et effectivement, Gabriel c'est un nerveux. Et puis il a 18 ans, il sort de là, il se met à travailler dans un garage, il prend son appart et le mec qui dirige le garage le prend sous son aile et du coup il va commencer à se créer des amis, à sortir, mais bon voilà, ça reste un nerveux, il a beaucoup de colère, il a un passé compliqué. Et d'ailleurs il va même se mettre à faire des combats de rue pour se défouler, mais des combats dangereux, hein, puisqu'on se casse la gueule jusqu'à ce que l'autre il tombe dans les pommes. Et à un moment donné, il va retomber sur Vicky, qui est le jeune homme à qui il a cassé la jambe. Et au début, ça va être compliqué, quoi, entre lui et Vicky. Et en même temps, ça l'a obsédé de voir Vicky. D'ailleurs, il lui a écrit des tas de lettres pour s'excuser, mais il lui a jamais envoyé. Du coup, voilà, c'est une romance homosexuelle qui a un lourd passé, qui est magnifique, qui est bien écrite. Moi, j'ai plongé dedans. Le personnage de Gabriel, moi, je l'adore, je le comprends. Voilà, j'adore Lily Haim, elle écrit vraiment des trucs très chouettes. Je crois que je vais prendre d'autres livres d'elle. C'est le deuxième que je lis. Si j'ai un tout petite remarque à faire sur ce livre, il me rappelle un autre livre de Lily Haim qui s'appelle En miroir. Et voilà, où pareil, c'est une histoire homosexuelle entre deux jeunes hommes. Il y en a un, il est flic, et l'autre, il avait un frère qui était un tueur en série. Et il va y avoir d'autres meurtres qui ressemblent aux meurtres qu'a commis son frère dans le passé. Et du coup, il va tomber amoureux du flic, mais c'est compliqué parce que le flic, il mène l'enquête et le jeune homme de l'histoire, lui, il est accusé de répéter les meurtres qu'avait fait son frère dans le passé. Donc c'est un peu compliqué. Je trouve qu'il y a des ressemblances dans les personnages et voilà. Mais j'adore Lily Haim, c'est une jolie romance. Voilà, je vous conseille. Franchement, je vous conseille. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Et je trouve en plus que dedans, à la fin de l'histoire, il y a un message de tolérance, de bienveillance qui incite au pardon. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et pardonner, c'est quelque chose de compliqué. Et voilà, c'est une super leçon de vie. Ensuite, le livre que j'ai lu, je vous en ai parlé dans mon book haul, c'est Les Sœurs Carmine de, j'arriverai toujours pas à dire son nom, Ariel Holz. Le complot des corbeaux, donc la couve est super belle. Du coup, c'est l'histoire de 3 jeunes filles, Dolorine, Tristabel et Marie-Vert, qui vivent dans un monde qui s'appelle Grisaille, et qui sont des montes en l'air et qui traversent la ville et commettent des larcins pour survivre. Et d'ailleurs, le chapitre 1 commence dans un cimetière où elles sont en train de déterrer un corps. Voilà, c'est de l'urban fantasy en théorie parce que moi ça m'a pas donné l'impression, j'ai pas reconnu les codes de l'urban fantasy. En même temps, je sais pas trop dans quoi d'autre le classer. J'ai pas détesté ce livre, mais il m'a mis très mal à l'aise. C'est très burlesque comme histoire, c'est glauque. C'est vraiment glauque, hein. Chapitre 1, je vous dis, elles déterrent, c'est des gamines, elles ont entre 6 et 15 ans et elles déterrent un cadavre pour récupérer le doigt ou je sais pas quoi, enfin bref.
C'est très burlesque, c'est complètement barré comme histoire. Alors l'imaginaire de l'auteur est génial, c'est un monde à part, c'est original, les personnages sont hyper travaillés. D'ailleurs j'ai eu un coup de foudre pour Dolorine qui est la plus petite des trois, qui est voilà. Mais moi, j'ai pas accroché. Je me suis pas reconnue dans ce style de lecture, ça n'a pas fonctionné pour moi. Pourtant, tout le monde adore ce livre, je voulais aimer ce livre. Dites-moi s'il y a quelqu'un d'autre qui, comme moi, n'a pas aimé ou si vous êtes tous fans et que je suis l'exception qui confirme la règle. Du coup, ensuite, c'est un manga que je vous propose, c'est Le mari de mon frère, tome 1, que j'ai lu voilà, au mois de mai. C'est de Gengoro Tagame, je vais pas trop vous en parler trop longtemps, je vous l'ai déjà présenté dans le book haul du mois. Pour la petite histoire, eh ben, c'est l'histoire d'un papa qui élève seul sa fille Kana au Japon. Et le frère jumeau de ce fameux papa vient de mourir. Et ce frère jumeau était marié à un Canadien qui s'appelle Mike. Et en fait, ils se sont jamais rencontrés. Et donc, le fameux Mike va aller au Japon rencontrer le frère de son époux décédé et sa fille. Voilà, et ce père qui vit au Japon avec sa fille a des préjugés sur l'homosexualité, et en même temps il n'a pas envie de le rejeter, enfin il est mal à l'aise, en fait c'est un sujet dont il n'a jamais vraiment traité, sur lequel il s'est jamais vraiment posé de questions. Et là, l'arrivée de Mike va chambouler un peu sa vie, et en plus ça parle de l'homosexualité vue au Japon, et de la culture japonaise. Voilà, c'est une petite histoire toute simple, toute légère, facile à lire. Franchement, c'est une jolie petite histoire. Et puis surtout, moi j'aime bien, non seulement les dessins sont beaux, voilà. J'adore le personnage de Kana, la petite fille est super drôle, fait plein de bêtises, elle parle mal, mais elle pose les bonnes questions et limite elle a plus de tolérance que les adultes. Et puis, ce qui est très sympa, c'est que entre certains chapitres, il y a des informations sur l'homosexualité, la défense des droits LGBT, comment a été créé et pourquoi a été créé le drapeau de la Gay Pride, qu'est-ce que la Gay Pride, etc. etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette histoire et en plus elle m'a réconciliée avec les mangas. Pour presque finir, je vous ai présenté le tome 2 dans mon book haul de mois de mai et j'ai lu les deux tomes au mois de mai. J'avais déjà le tome 1, c'est Destiny tome 1 et 2, Parfaite Imparfaite, qui a été écrit par Cecilia Ahern. Oui, c'est ça, j'ai cru que je disais une bêtise. Cecilia Ahern. Les couves sont super belles. C'est une dystopie. Ça raconte l'histoire de Célestine North. Je parle très mal anglais. Qui en fait vit dans un monde où en fait on se doit d'être parfait. Donc elle a une famille parfaite, un petit ami parfait, elle est pro-guilde, elle adore la guilde, etc. etc. D'ailleurs son petit copain est le fils d'un des plus grands juges de la guilde. Et en fait, un jour, voilà, c'est quelqu'un de très logique, et ce que j'aime beaucoup, c'est que le personnage de Célestine, elle est pour qu'il y ait les parfaits d'un côté, les imparfaits de l'autre. Parce que dans le monde dans lequel elle vit, quand on est imparfait, on vous marque au fer sur le corps en fonction du délit que vous avez commis. Donc si vous êtes reconnu avoir commis un délit d'avoir menti par exemple, vous avez le I majuscule de imparfait sur la langue. Si on pense que vous avez trahi la guilde, on vous marque au niveau du cœur. Si vous vous êtes écarté du bon et du droit chemin selon la guilde, on vous marque sous le pied, etc. etc. Et en fait, Célestine, elle est plutôt d'accord avec ça au début du tome 1. Et un jour, avec sa logique implacable, elle va venir en aide à un imparfait, sauf que c'est interdit. Et ça va lui causer de très très gros ennuis. Et après, ça va être la dégringolade. Cette dystopie est juste géniale, aussi bien le tome 1 que le tome 2. L'intrigue est bien faite, les personnages sont profonds, intelligents, il y a de l'enjeu pour tout le monde à certains niveaux. Et en plus, tu vois vraiment l'évolution de la logique du personnage principal de Célestine. C'est un livre qui est marquant, qui parle de liberté. Et puis surtout, comme ça paraît être un livre un peu mignon, machin, les parfaits, les imparfaits. Il y a une scène ou deux, notamment dans le tome 1, je me suis mise à sa place. Je la trouve bien courageuse, quoi. Je trouve ça terrible. Ça paraît bête, hein, comme ça, mais un livre qui paraît anodin comme ça, en fait, il y a un ou deux passages qui sont assez hard, où j'étais au bord des larmes parce que ça m'a touchée. Ça m'a touchée. C'était une scène de torture qui m'a touchée. Donc voilà, je vous conseille fortement Destiny, Parfaite, Imparfaite. Il est vraiment top. Le dernier livre que je vous présente, c'est une relecture. Je l'ai déjà lu au mois de janvier de cette année.
Et c'est un coup de foudre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai relu ce mois-ci. C'est de Julie Anne Peters. Je l'ai trouvé il y a 1 an et quelques sur le souffle des mots. Je l'ai commandé en décembre, je l'ai lu en janvier. Et c'est un bijou. C'est Cette fille, c'était mon frère. D'abord, j'adore la couverture. Elle est toute mauve avec le mot fille et frère en brillant, en surbrillance. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ce livre est tout simple, mais je ne sais pas pourquoi la couve m'a parlé. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de le lire. Et la thématique, voilà, la thématique, eh ben, c'est la transsexualité. Je ne vous ai pas donné l'édition. C'est Milan? Non. Si, c'est Milan. C'est Milan. Donc ça parle de transsexualité. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Regan, qui a un grand frère, enfin en théorie. Et son grand frère s'appelle Liam. Et en fait, Liam cache à tout le monde depuis très longtemps, sauf à sa sœur, qu'il a un penchant transsexuel. Enfin, qu'il est transsexuel, qu'il est né dans le mauvais corps en fait. Qu'il est né dans le corps d'un homme alors que lui se sent femme. Et en fait, ça fait des années que elle le couvre et le protège avec son secret. D'ailleurs, la nuit, Liam, il vient piquer les affaires de Regan, son maquillage, et il s'habille en femme, et il se pavane, et d'ailleurs, il a un faux nom, je crois qu'il s'appelle Luna. Et voilà, et c'est ce secret qu'ils partagent ensemble. Et en fait, ils sont en pleine adolescence, et Liam, il a de plus en plus envie d'être Luna. Il a plus envie de se cacher, il a envie de faire son coming out. Désolée pour l'accent anglais. Et du coup, de plus en plus, il va de moins en moins s'en cacher, et ça va inquiéter Regan, parce qu'ils vont dans le même établissement scolaire. Il y a leurs parents, en plus le père, la transsexualité, on sent tout de suite que ça va pas passer. Voilà, et c'est une histoire qui est très touchante. D'abord parce que ça touche à un sujet que je trouve très fort, qui est peu défendu dans les livres, alors que c'est un super sujet d'actualité et que malheureusement les transsexuels sont très stigmatisés encore aujourd'hui. Ça raconte surtout l'histoire entre un frère et une sœur, ou entre 2 sœurs finalement, et comment chacun s'adapte avec la particularité de l'autre et comment ils sont liés. Et puis ce qui est terrible, c'est que Regan, elle a protégé son frère Liam pendant des années. Et Liam, il a envie de faire son coming out, c'est bien pour lui, mais Regan aussi, ça l'impacte directement. Et en plus, ce qui est très bien fait, c'est que de temps en temps, dans l'esprit, parce que c'est Regan qui raconte, elle fait des retours en arrière où elle se souvient des souvenirs avec son frère. Et quand elle raconte les souvenirs avec son frère, on se rend compte que ça fait des années en fait que Liam, il se sent femme, il se sent fille. Et que finalement, c'est les adultes, c'est la société qui lui disent « Mais toi, t'es un garçon, tu fais pas ça ». Voilà, c'est un vrai coup de cœur, c'est vraiment une lecture que je vous conseille. Cette histoire est magnifique, j'ai aucune reproche à lui faire, hormis le cliché du père. Je trouve que, ok, le père il est anti-transsexuel, enfin il aime pas l'attitude de son fils, il le trouve trop féminin, etc. Mais c'est un peu too much, c'est un tout petit peu trop à mon goût, c'est un petit peu cliché, il manque une petite nuance. Mais sinon, la plume est géniale. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue, je suis désolée. Peut-être que la prochaine fois, je ferai mes points lecture en plusieurs morceaux. Et je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite de faire des super découvertes de lecture. Et si jamais vous lisez un de ces livres, et notamment Cette fille, c'était mon frère, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Voilà, je vous dis à très bientôt.